Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue et merci d'être avec nous pour cette seconde journée de l'International ici à Nice. Hier, nous étions à Marseille. Vous connaissez le programme et vous savez que ce programme, eh bien, il est fait sur mesure pour vous, les exportateurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et bien sûr aussi pour celles et ceux d'entre vous, candidats à l'export. Vous allez être notamment en contact direct au cours de cette journée avec une quarantaine d'experts sur près de 50 pays. Vous allez pouvoir participer à des rendez-vous B2B. Vous allez pouvoir rencontrer aussi toutes les institutions, tous les organismes eh bien, qui peuvent vous aider dans votre démarche export. Vous allez donc pouvoir évaluer, vous allez pouvoir structurer et valider toute votre stratégie. Alors, vous l'avez certainement suivi en août dernier, Jean-Yves Le Drian a annoncé eh bien, sa volonté de relancer le chantier des guichets uniques à l'export. Alors, selon ces mots, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères souhaite parvenir à la mise en œuvre d'un guichet unique à l'entrée, un guichet unique à la sortie pour permettre une chaîne de clarté avec l'ensemble des acteurs. Mais il insiste aussi des interlocuteurs uniques au départ et à l'arrivée pour que eh bien, chacun s'y retrouve. Fin de cette citation. Pour ouvrir cette journée de l'International 2017 ici à Nice, je vais tout de suite laisser la parole à Anne Lechazinski, membre du bureau de la CCI Nice-Côte d'Azur, en charge de l'International et membre élu de la commission CCI Internationale PACA. C'est à vous. Merci beaucoup. Bienvenue dans la CCI de Nice. Merci à vous tous, chefs d'entreprise, d'être ici. J'excuse Jean-Pierre Savarino, notre président, qui ne peut pas être là pour vous recevoir et donner ce mot de bienvenue. Sachez toutefois que l'International, c'est l'un des cinq axes majeurs de cette mandature. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Nice, comme à Marseille, comme dans toute notre région PACA. Et donc, le président est ravi à travers moi de vous voir si nombreux aujourd'hui et espère évidemment que cette journée sera très fructueuse pour vous. Le Chazinski, pourquoi ces JDI, comment les CCI accompagnent les entreprises dans leur développement export ? Alors, vous participez aujourd'hui à la deuxième édition de ces journées. Ça a commencé l'année dernière. Nous avons la chance, vous, chefs d'entreprise, vous avez la chance d'avoir aujourd'hui un panel d'experts assez unique de Business France qui viennent du monde entier et qui sont là pour vous. Il est toujours beaucoup plus facile, même au jour d'Internet et de Skype et de tout cela, de quand même d'avoir une personne en visuel et pouvoir dialoguer avec elle en direct. Donc ces journées de l'International, c'est vraiment basé sur ces expertises. Chambre de commerce de Nice, de PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon, CCI International. On est là pour vous, les entreprises. Vous n'oubliez jamais ça, surtout pour vous. Comment les CCI accompagnent les entreprises dans leur développement à l'export ? Alors, nous avons nos partenaires qui sont ici aujourd'hui, qui étaient à Marseille, qui font ici, je ne vais pas tous les citer, vous allez vous les entendre tout à l'heure, mais je ne peux pas oublier la région, qui est quand même un des partenaires privilégiés de nos chambres de commerce. Je vous rappelle que la région, c'est l'économie. Le gouvernement lui a donné la compétence économique, donc nous sommes des partenaires privilégiés avec la région. Nous aidons les entreprises avec CCI International. CCI International, c'est pour le Provence-Alpes-Côte d'Azur, la mutualisation de tous nos services internationaux. Nous avons 25 experts sur tous nos territoires qui sont là pour aider nos entreprises. La CCI Nice ne pourrait pas avoir 25 experts ici à Nice pour l'international et pour son territoire. Donc avec la mutualisation, on arrive à avoir vraiment de grandes expertises et c'est très 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 important. On va vous retrouver bien sûr Anne Lechazinski tout au long de ce débat.
en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et notamment ici dans les Alpes-Maritimes à Nice. On est un petit peu en avance grâce à la création en 2016 d'un guichet unique pour les entreprises avec un volet dédié à l'export. On en parlait. Cet outil qui va donc être renforcé. Pour en parler, on va faire le point dans quelques instants. Vous le citiez avec Bernard Klenov, qui est conseiller régional et président de la commission industrie, innovation, nouvelles technologies et numérique. Et d'abord avec Bertrand Vélon, qui est directeur interrégional Grand Sud-Est de Business France. Bertrand Vélon, merci d'être avec nous. Pour Business France, où en êtes-vous aujourd'hui dans les discussions avec vos partenaires pour répondre à la demande du ministre de ce fameux, alors j'insiste sur les mots parce qu'on l'a dit et c'est écrit, de ce parcours fluide, continu et compréhensible dont la pierre angulaire serait le guichet unique en région. Et ensuite, on entendra le point de vue de Bernard Klenov. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier la Chambre de commerce de nous avoir invités à être partenaires de cet événement. Et donc, nous avons répondu présent avec 17 experts qui se sont déplacés du monde entier ici à Nice. Pour répondre à votre question, je voudrais juste faire un petit rappel. Donc, notre gouvernance, nous avons une nouvelle gouvernance chez Business France depuis le mois de septembre, avec un nouveau président, Pascal Cagny, qui est également délégué aux investissements étrangers, et Christophe Lecourtier, qui est donc directeur général, qui a reçu comme lettre de mission d'émettre d'ici fin novembre des propositions novatrices, justement, pour rationaliser, optimiser ce parcours de l'export, ce guichet unique et ce travail, cet écosystème de partenaires. Donc on est en pleine réflexion au niveau national et bien évidemment, alors ça va se faire en concertation avec l'ensemble des partenaires, ça c'est important, et en premier lieu bien évidemment les régions qui ont cette compétence économique et également les CCI. L'idée va être d'émettre des propositions, d'avoir quelque chose de, comme vous le disiez, de lisible, de fluide et d'optimisé. On va voir comment vont avancer les discussions. Bernard Klenov, bonjour, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que vous êtes conseiller régional et président de la commission industrie, innovation, nouvelles technologies et numérique. Comment la région travaille et s'insère dans ce nouveau dispositif qu'on veut mettre en place, que le ministre veut mettre en place et qui va être mis en place? Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous dire quelques mots d'abord de la loi NOTRe qui vient d'être évoquée, qui a donné aux régions, et à la nôtre en particulier, de nouvelles compétences sur le développement économique, qui est devenu d'ailleurs dans notre mandature, aussi bien sous la présidence de Christian Estrosi que celle de Renaud Muselier aujourd'hui, notre compétence majeure, puisque des élus ont vocation à travailler au bonheur des gens. Le bonheur des gens passe par la liberté, et notre première liberté est d'avoir un emploi et des ressources. Donc c'est pour ça qu'on a fait de cette initiative sur le développement économique notre compétence majeure sur laquelle nous sommes totalement mobilisés. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a mis en place différents outils, différentes choses. Alors bien entendu, on adhère depuis toujours à l'idée de diplomatie économique qui est majeure, même si les derniers entretiens entre les présidents de région et le Premier ministre ne se sont pas très bien passés. Je pense qu'on va quand même continuer à travailler et qu'on va quand même continuer à travailler ensemble. Et nos relations avec Business France sont bonnes si les relations entre les présidents et le Premier ministre sont un petit peu dégradées depuis hier, on va dire. Alors, sur ce que vous avez dit, je voudrais revenir sur deux choses d'abord. On n'aime pas le terme export. Alors, qu'est-ce qu'on dit? International. C'est à bien. L'international. Parce que export, beaucoup de pays le perçoivent quand on vient leur parler d'export comme le fait qu'on vienne les recoloniser. Et ce n'est pas une très bonne idée. Mais enfin, ça... Et puis, nos relations internationales vont au-delà de l'export. On a besoin d'avoir des échanges, des partenariats qui sont générateurs de richesses pour nos entreprises et par conséquent, on l'espère, d'emplois sur notre territoire. Mais les échanges ne peuvent pas être que dans un sens. Aujourd'hui, le monde est devenu tout petit et on a besoin de le faire. Alors pour cela, la région a une agence qui s'appelle l'ARI, l'Agence régionale d'innovation et d'internationalisation, qui est en charge d'accompagner tout ce qui se passe à l'international. Alors vous le savez, on a eu à écrire et à voter
un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, que nous avons écrit avec tous les acteurs des territoires, bien sûr les collectivités, mais aussi notre partenaire majeur dans le monde économique, qui est la Chambre de commerce et d'industrie de région. Et je précise au passage que vous voyez que quand j'en parle, je n'oublie pas le I de industrie, et je le dis parce que c'est important. C'est un élément fort, et ce qu'on entend depuis 2 jours sur les statistiques économiques de notre pays prouve qu'on a raison de s'en occuper. Alors on travaille bien entendu avec Business France, avec CCI International Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais on travaille aussi beaucoup avec des conseillers du commerce extérieur. On travaille avec nos agences d'attractivité, dont les 2 plus grandes sur le territoire sont bien connues. C'est ici à Nice, dans la métropole niçoise, Team Côte d'Azur, et à Marseille, Provence Promotion. Mais on le fait aussi avec des agences qui sont intégrées à la CCI dans le Var ou dans le Vaucluse, parce que je pense que quand nous avons créé nos opérations d'intérêt régional, on a voulu mettre en avant nos 12 filières d'excellence. C'est ce que l'on a mis en œuvre en 2 étapes. Et ces 12 filières d'excellence ont tout en commun de vouloir une grande part de notre développement à l'international. Alors, on a beaucoup de leaders dans notre territoire qui ne sont pas connus ou peu connus. Donc, un de nos rôles à l'international, c'est justement d'accompagner des entreprises pour développer cette présence et faire montre de notre excellence à l'international. Je vais vous donner 3 exemples qui seront, je l'espère, suffisamment rapides. Le premier, c'est un grand projet qui s'appelle FlexGrid, pour lequel la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été labellisée à l'échelon national pour être demain la vitrine nationale avec la région Bretagne dans son projet SMILE, pour être la vitrine nationale de nos compétences qui sont nombreuses et multiples sur les réseaux électriques intelligents, mais pour être cette vitrine mondiale. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on accompagne beaucoup d'entreprises sur des missions à l'international. Alors, on est présent à Barcelone pour le Mobile World Congress, qui est le plus grand salon lié on va faire court au GSM, mais pas que. On emmènera cette année une 40aine d'entreprises au CES, de start-up au CES de Las Vegas, en partenariat avec CCI International, mais avec les 2 grandes métropoles de notre région et avec, bien entendu, notre conseil régional. Et puis, il y a des opérations, ça fait un peu plus sourire, que l'on pourrait connecter, que l'on peut connecter à l'international, mais qui ont lieu en France. C'est par exemple le salon Vivatech à Paris, dans lequel on a aussi emmené des entreprises, parce que ce sont des lieux de rencontre. La relation internationale commence toujours par la rencontre entre des individus. Et ça, tous les lieux sont bons à le faire. Et on sera la semaine prochaine présent à Amsterdam pour l'European Utility Week, où on va parler sur le plan mondial de nos réseaux électriques intelligents. Et tout cela doit nous permettre d'avoir des chiffres de développement économique positif, puisqu'on en connaît déjà quelques-uns qui le sont, avec, on l'espère très vite, une conséquence sur l'emploi, puisque vous savez tous que l'emploi ne se décrète pas, mais ce sera la conséquence de notre développement économique, et qu'une grande part de nos compétences trouve ses débouchés à l'international. Vous voyez que je n'ai pas utilisé le terme d'export, mais vous avez bien compris que c'est de ça que je parle. On a des compétences extraordinaires sur des sujets dans lesquels on est leader mondiaux. On a à Cannes la première usine de satellites d'Europe. On a à Marignane Airbus Hélicoptère qui produit des choses extraordinaires. Ça, c'est pour celles qui sont connues. Mais on est leader sur des grands projets d'éoliens flottants en mer. On est leader sur des grands projets de dirigeables. Alors, les dirigeables, ça peut faire sourire, mais Thales Alenia à Cannes mène un projet sur des dirigeables d'observation que le monde entier regarde. On a à Istres une station de dirigeables en développement pour le transport des charges lourdes. Là aussi, le monde entier regarde. Voilà, on a beaucoup de sujets. On a des sujets sur la santé avec Immunopol à Marseille. Tout cela a des conséquences systématiques à l'international. Et on s'appuie aussi, et j'ai oublié de les citer, mais je ne voudrais pas les faire passer au travers, sur le réseau des French Tech, puisqu'on a extrêmement développé nos French Tech sur ce territoire. Et il y a un outil qu'on n'utilise pas bien, qui sont les jumelages que nous pouvons avoir avec toutes nos grandes villes, ont des jumelages partout à l'international. Alors, indépendamment des plaques qu'on trouve à l'entrée des villes, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. On les utilise pour en faire, entre autres, nous aussi, de la diplomatie économique.
Merci Voilà. Bernard Kleinow, vous restez bien sûr avec nous et je vais faire très attention aux mots que je vais employer et ne pas parler d'export mais d'international. Merci beaucoup. De toute façon, on va continuer le débat. On va maintenant explorer de façon très concrète les enjeux globaux pour bien aborder et travailler à l'international. On va faire ça avec Marie-Albert qui est responsable risque pays à la COFAS. Marie-Albert, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez hier avec nous à Marseille, aujourd'hui à Nice. La COFAS, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Marie-Albert, on va commencer avec vous qui allez nous donner les derniers éléments de votre étude au niveau du paysage international. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je souhaitais encore remercier la CCI de m'avoir invité aujourd'hui pour ces journées de l'international. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet et planter un peu le décor international, je vous présente un peu la carte des évaluations pays de COFAS que vous connaissez peut-être sûrement. Ce sont des outils d'information qui peuvent être très utiles pour vous, vous les entreprises. Nous réalisons des cartes d'évaluation pays chaque trimestre. Donc on a tout un classement qui permet de mesurer le risque de crédit des entreprises sur une échelle de 8 crans et on le fait sur 160 pays. On fait également des évaluations sectorielles, j'y reviendrai par la suite. Et on réalise de nombreuses études. Tout ça est gratuit, tout ça est disponible sur notre site. Donc n'hésitez pas à y aller. J'aimerais juste commencer par dire qu'effectivement, sur la situation économique mondiale, en début d'année, on avait vu des signes de reprise quand même assez importants, mais on se demandait est-ce que oui ou non, ces signes, face à ces signes de reprise, vont être un feu de paille ou non. Et en fait, on est 9 mois après et la reprise se confirme. On a des signes solides. Ce feu a finalement bien pris et nous, on considère que la croissance mondiale est en train de redémarrer de manière lente et on prévoit plus de 2,9% de croissance cette année et l'année prochaine. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, l'été a été particulièrement calme cette année sur les marchés financiers. L'an dernier, on avait eu le Brexit. L'année précédente, on avait eu le crash sur les marchés financiers chinois. Cet été, les marchés ont été extrêmement calmes. La volatilité a atteint d'ailleurs un point bas. Et par contre, les valorisations sur les marchés financiers ont atteint des niveaux records. Donc, on peut même se poser la question, est-ce que cette situation est ou pas inquiétante ? Mais sur le front économique en apparence, globalement, l'activité remonte la pente. C'est ça qu'il faut retenir. L'Europe fait preuve on a des solides résultats en Europe. On a d'ailleurs reclassé, on vient de sortir nos nouvelles évaluations pays cette semaine. On a reclassé notamment Chypre, Finlande, Hongrie. Donc ce ne sont pas des gros pays cette fois-ci, mais aussi la Biélorussie. Et pas en Europe, on a dégradé Oman. Mais globalement, on est dans une phase où on reclasse les pays. C'est parce que l'économie mondiale va mieux. Et c'est ça qu'il faut retenir. On a une demande intérieure qui repart. On a un taux de chômage qui baisse. On a des conditions financières favorables. Les défaillances des entreprises, surtout en Europe, baissent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Globalement, quand on regarde du côté des émergents aussi, on a des signes un petit peu positifs aussi de reprise. Le Brésil et la Russie, clairement, sont en train de sortir de récession. C'est lent, mais ça reste une bonne nouvelle, même si les niveaux de croissance sont encore bas. Et les flux de capitaux dans les émergents reviennent. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Du côté de la Chine, on y reviendra. On a l'impression qu'effectivement, la croissance est résiliente, mais on a quand même des signes de fragilité. Ce qu'il faut retenir aussi également, pour juste finir sur le risque pays, c'est que même si on a cette reprise, on a l'impression quand même, et ça se voit un petit peu moins, qu'on a un changement de paradigme, qu'on a un changement de rapport de force entre les pays anglo-saxons et la zone euro. D'un côté, on a la zone euro qui repart d'un point de vue économique et on a moins d'incertitudes politiques, puisque les grosses échéances électorales sont passées. Et d'un autre côté, quand on regarde les États-Unis ou le Royaume-Uni, on a des signes un peu de faiblesse aussi sur le front économique et on a aussi beaucoup d'incertitudes politiques. Donc on a l'impression que le rapport de force est un peu en train de s'inverser. Je voulais aussi vous dire très rapidement un petit mot sur les évaluations sectorielles, puisque COFAS, ça aussi, ça peut vous être utile, présente chaque trimestre des évaluations sectorielles sur 6 grandes régions, 12 secteurs, mais aussi sur 24 pays de manière détaillée. Donc là, par exemple, vous avez notre dernière carte des évaluations sectorielles par région, mais vous avez le détail pays dans nos publications. Globalement, on a reclassé 13 secteurs et on en a déclassé seulement 2 dans notre dernier exercice. Donc encore une fois, ça montre que la croissance mondiale repart.
En 2 mots, quand on regarde cette carte, qu'est-ce que ça nous dit? Plus on est dans le vert, plus le risque est faible. On voit que bien sûr en Europe, notamment de l'Ouest, mais centrale et de l'Est, on a moins de rouge, donc on est dans une situation un petit peu plus favorable. D'un point de vue des secteurs, par contre, on voit que c'est l'automobile ou la pharmacie qui, au niveau mondial, s'en sortent le mieux. Du côté des matières premières, même si les secteurs comme ceux liés à l'énergie ou les métaux sont encore un petit peu dans le rouge, on a quand même des signes d'amélioration, même si la reprise des prix des matières premières, elle est graduelle. Donc voilà un petit peu juste pour planter globalement le décor, mais on reviendra en détail par la suite sur des grandes problématiques. Merci Marie-Albert pour cette première présentation. On salue aussi tous ceux qui nous suivent en live streaming sur Internet, puisqu'on est aussi en direct sur Internet. Et puis, petite chose importante, je vous rappelle que vous pouvez intervenir directement en posant des questions via vos smartphones, avec donc les petites indications qui sont données pour ceux qui sont avec nous dans cette salle. Et puis, on prendra directement vos questions. Vous pouvez aussi vous connecter sur le Wi-Fi qui est indiqué sur le petit papier que vous avez devant vous. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à poser les questions. Vous qui nous suivez aussi sur Internet, vous pouvez le faire et on fera part de vos questions à l'ensemble de nos intervenants. On va continuer maintenant, on va aborder maintenant les grandes zones prioritaires. Et on va voir ça avec vous, Marie-Albert, dans quelques instants. Je vais vous présenter nos autres invités. Pascal Bouvet, qui est responsable du club CIC international. Merci d'être avec nous. Pascal Charbonneau, qui est directeur développement Méditerranée LCL. Merci beaucoup. Sophie Mercier, qui est responsable du bureau sud-est d'Altios, qui est partenaire de LCL aussi. Merci d'être avec nous. Et puis, c'est important parce qu'il nous en fallait au moins un, puisque c'est pour vous, pour eux que tout ça est mis en place. Un chef d'entreprise, Bruno Diepois, qui est président de Coverplat, qui fait des flacons de parfumerie, des décors, plein de choses. On en parlera avec lui un petit peu plus tard et qui est installé donc pas très loin d'ici. Marie-Albert, je me retourne vers vous avec ce premier zoom, ce premier focus. On va commencer avec la Chine et le Japon. J'ai envie de vous dire, faut y aller, faut pas y aller, faut être prudent. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors la Chine, effectivement, je pense que le maître mot, ça reste la vigilance. Parce que donc c'est vrai que la Chine reste un continent, un pays plein d'opportunités, évidemment. On a un rééquilibrage qui s'opère, mais qui est très lent, donc on a des opportunités en termes de consommation, etc. Quand vous regardez un peu nos évaluations par secteur, effectivement, vous voyez qu'il y a des secteurs à potentiel. Par contre, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est insister particulièrement sur un aspect qui est le risque de crédit des entreprises qui vous intéresse de près et qui, lui, est source d'inquiétude. Nous, on alerte à COFAS depuis déjà 1 an et demi sur ce sujet-là. On a même déclassé la Chine à l'été 2016 et on continue à être inquiet. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, même si on a des signes positifs en termes de croissance, quand on regarde un petit peu de près ce qui se passe notamment d'un point de vue des déséquilibres structurels de l'économie, on voit qu'il n'y a pas de résorption de ces déséquilibres, notamment en termes d'endettement privé. Il faut avoir en tête que, par exemple, le FMI considère que l'endettement privé des sociétés non financières atteindrait 300% du PIB en 2022, dans son dernier rapport. On est à 242% du PIB aujourd'hui. C'est juste énorme comme chiffre. Donc, c'est une source d'inquiétude. En plus de ça, l'efficacité de la relance, puisque la Chine, c'est assez classique. Dès que l'économie ralentit un peu, on appuie sur la pédale de relance à la fois budgétaire et monétaire. Mais on voit que quand même, les marges se réduisent. La politique monétaire devient plus restrictive. Donc, ça ne devrait pas favoriser évidemment le rebond de l'économie. Il faut avoir en tête également aussi qu'en Chine, alors la bonne nouvelle en apparence, c'est que les flux de capitaux reviennent. Le compte financier est redevenu excédentaire en début d'année. Donc on peut se dire que c'est une bonne nouvelle. Les flux de capitaux reviennent en Chine alors qu'on a eu des fuites massives ces 2 dernières années. Mais pourquoi ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça ? Parce qu'il est vrai que d'un côté, la Chine veut s'ouvrir au monde extérieur et notamment semble faciliter les entrées d'IDE avec moins de mesures restrictives en termes d'activité commerciale. Les investisseurs ont un petit peu plus d'accès et on a aussi la mise en place du Bond Connect qui permet d'acheter des obligations chinoises en provenance à Hong Kong, pardon. Mais au-delà de cette apparence ouverture, on a des contrôles de capitaux qui restent extrêmement importants en Chine. On le voit bien sur le graphique de gauche. C'est l'indice de restrictivité de l'IDE mesuré par l'OCDE
l'OCDE. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en Chine, par rapport à l'OCDE, mais aussi que d'autres grands émergents, on a des contrôles de capitaux qui restent très marqués. Donc en fait, finalement, cette bonne nouvelle des flux de capitaux qui reviennent en Chine, c'est plus dû au fait qu'on limite les sorties que finalement qu'il y ait des entrées. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête, c'est important. J'avais aussi envie de vous dire un autre mot en termes de risque de crédit qui vous concerne directement, parce que je pense que c'est important. Coface réalise aussi des enquêtes de paiement, de comportement de paiement des entreprises, notamment dans plusieurs pays. On développe en ce moment sur le Maroc, le Brésil, Dubaï, etc. Et on demande aux entreprises dans quel secteur ils ont des retards de paiement qui sont plus ou moins importants sur les montants, les durées, etc. Et qu'est-ce que montre notre dernière enquête sur l'année 2016 ? Alors c'est vrai que par rapport aux dernières années, on n'a que 68% des entreprises qui ont connu un retard de paiement. Avant, c'était 80%. Donc c'est un peu moins. Par contre, quand on regarde de près, le message n'est pas si positif que ça, parce qu'on constate un allongement de la durée moyenne des retards de paiement, notamment supérieur à 150 jours pour 16% des entreprises, ce qui n'est pas négligeable. Et selon notre expérience en fait à Coface, quand les impayés dépassent 180 jours, il y a 80% de chances de jamais être payés. Donc on a quand même un allongement qui est une source d'inquiétude. Puis globalement, dans ce contexte financier plus difficile et cette croissance qui n'a pas vocation à se maintenir à des niveaux qu'elle a connus par le passé, on a aussi S&P qui a récemment dégradé la notation souveraine de l'État, qui a abaissé d'un cran la notation souveraine sur la dette chinoise. Donc il faut être prudent, même s'il y a beaucoup d'opportunités, et en particulier sur le risque de crédit. Alors, il y a une première question, il y en a deux, mais on va commencer par la première. La Chine, faut-il être forcément une grande entreprise pour y aller ? Qu'est-ce qui veut répondre ? Oui ? Bonjour. Oula là. Attention. Bonjour à toutes et tous. Et je remercie Marie de son intervention parce qu'elle va permettre aux banquiers que je suis, vous voyez l'accoutrement, de pouvoir parler d'un produit bancaire qui existe depuis 500 ans, qui s'appelle le Crédoc, et qui permet justement de répondre à ces difficultés qu'on peut rencontrer sur ces marchés-là. Et je vais répondre à votre question, voilà, bien sûr. Moi, on peut être une petite entreprise et aller en Chine. Mais il faut apprendre bien accompagné. Bien accompagné, évidemment. Il faut avoir un banquier dans son moteur pour permettre de garantir les paiements. Un banquier dans son moteur. Mais évidemment, cher monsieur. Et chers chefs d'entreprise qui sont dans la salle. Il faut absolument faire ça parce que derrière, vous voyez les statistiques, ne pas aller dans un marché si vaste et si important. Seul, il faut au départ baquer, je dirais, ces opérations par des lettres de crédit, par des instruments qui existent depuis, je vous dis, des centaines d'années, qui fonctionnent, qui sont acceptés par tous. C'est pas un gros mot de faire un crédoc et de demander un crédoc à son client. Et en plus, ça vous permet d'aborder des marchés comme ça en toute sécurité. Voilà. Marie-Albert, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Pas besoin d'être une grosse entreprise pour aller en Chine ? Non, je pense que je ne peux pas rajouter beaucoup d'éléments supplémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit. Effectivement, il faut être extrêmement bien accompagné. On a aussi effectivement Coface qui fait de l'assurance crédit, notamment pour le risque privé désormais. Et on a même quelqu'un dans la salle, Stéphane Massard, qui peut justement vous renseigner sur ces aspects un petit peu plus pragmatiques pour aider les petites ou moyennes entreprises aussi à s'assurer contre le risque d'impayé. D'accord. Tout ça sera possible tout de suite après, puisque vous pourrez rencontrer l'ensemble des professionnels qui sont là. Anne Le Chazinski, ici dans la région, la Chine, ça fait partie des marchés sur lesquels la région fait des actions de promotion à travers l'ensemble des institutions qui sont partenaires avec vous. La Chine, automatiquement, fait partie des fameux BRICS. Donc, c'est à l'honneur depuis des années. C'est un marché où beaucoup de gens sont déjà allés. On ne parle plus de marché émergent ou quoi que ce soit. Cependant, c'est un marché compliqué, voilà, avec des façons de faire différentes. Donc, effectivement, il faut être bien accompagné, il faut bien regarder. Il faut bien regarder ce que Coface fait, qui est assez extraordinaire, parce que c'est vraiment son pas avec les chiffres d'il y a 2 ans. C'est les chiffres d'aujourd'hui. Donc, il faut utiliser tous les éléments que vous avez, vous, chef d'entreprise, et que nous mettons, nous, institutions, à votre service. Parce que, avant d'être à la Chambre de commerce, je suis chef d'entreprise. Et on oublie très, très souvent ce que nos institutions peuvent faire pour nous. Mais vous êtes des chefs d'entreprise, c'est à vous d'aller chercher. Ce n'est pas forcément aux institutions de venir vous chercher. Et là, vous avez énormément de personnes pour vous aider sur les différents pays et sur les différents projets. Monsieur Vellon ? Oui, juste préciser. Effectivement, d'une manière générale, de toute manière,
sur des marchés, la plupart des marchés, on ne parle pas de go ou de no-go. Tout dépend de la filière des produits, bien évidemment, qu'on a, et également de la filière dont on dépend. Il y a des opportunités qui sont plus ou moins importantes là-dessus. Et nous faisons un travail, nous, chaque année, en collaboration avec les partenaires, d'identification du potentiel de chaque marché sur chaque secteur d'activité. Alors, justement, on a une question. On parle des secteurs en pointe, mais pas le vin, et en particulier le rosé qui s'exporte de plus en plus. Pourquoi néglige-t-on, alors c'est la question, c'est pas moi qui le dis, pourquoi néglige-t-on toujours le vin dans les présentations sur l'export? Alors, Madame Le Chazinski. Alors ça, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Je fais partie d'un club d'exportateurs où nous allons dans le monde entier avec l'art de vivre. Et la moitié de des personnes qui viennent avec nous sont des vignerons. Non, le vin est très important. Ça fait partie de l'agro, qui est un domaine très important. Et nous sommes à la pointe. Mais sachez que si nous sommes à la pointe dans les rosés, c'est parce que tous les vignerons de notre région, ça fait 40 ans qu'ils vont dans le monde entier pour voir ce qui se passe. Bien sûr. Ils se sont ouverts à énormément de choses et ils ont senti la tendance partir du rosé. Et ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est faire la réputation d'un mauvais vin, qui était le rosé, mélange blanc-rouge. Ils en font quelque chose d'à la mode, hip, que tout le monde consomme maintenant. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail depuis bien 30 ans. Sophie Mercier pour Altios. Oui, bonjour. Effectivement, enfin, nous, en ce qui concerne, que ce soit les négociants ou les producteurs, on a énormément de sociétés qu'on accompagne dans les 4 coins du monde, notamment sur la Chine et les États-Unis. Enfin, ça reste des débouchés très importants pour le monde du vin. Et on a énormément d'entreprises qui sont très actives partout dans le monde. Bruno Diepois, le point de vue du chef d'entreprise sur la Chine, vous faites une part importante de votre chiffre d'affaires à l'export, notamment vers l'Asie. En quelques mots, quel ressenti vous avez par rapport à cette zone géographique? La Chine, je n'exporte pas en Chine. C'est encore à ce jour dans mon secteur d'activité un pays qui est plutôt dans la copie. Oui. Et dans une zone de prix, nous, Français, on ne peut pas être compétitifs. Donc, il y a une modification de la consommation chinoise qui fait que les produits qui étaient des produits qui revenaient dans nos pays sont de plus en plus utilisés en Chine parce que tout se développe. Mais à ce jour, c'est le cauchemar de tout exportateur. Compliqué donc. Et bien, il faut être bien accompagné. On va continuer, Marie-Albert. Le Japon. Alors en 2 mots sur le Japon, qu'est-ce qu'il faut retenir? La croissance au Japon reste faible. Ça reste un grand pays développé bien sûr, mais la croissance reste faible, même si elle repart timidement. Il y a un peu plus de dépenses d'infrastructures en ce moment, liées notamment au JO de Tokyo à horizon 2020, et on a plus de demandes extérieures. Donc du coup, on a une situation des entreprises qui est un peu plus favorable, et quand on regarde ce qui se passe dans le secteur industriel, ça va un peu mieux. Plus de production industrielle, plus de commandes. Quand on regarde un peu de point de vue politique, on a des élections aussi législatives anticipées qui vont avoir lieu bientôt, donc qu'on va surveiller de près. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les problèmes structurels au Japon persistent. On a toujours un endettement public extrêmement important. Les résultats des politiques d'Abenomics qui étaient censés booster le Japon sont quand même assez mitigés. Il reste très difficile au Japon de sortir, d'atteindre une inflation à 2%. C'est un problème majeur puisqu'on a un manque de redistribution des profits vers les salaires de la part des entreprises. Donc on a encore quand même des défis structurels qui ne sont pas du tout résolus dans ce pays, mais ça reste un grand pays développé aussi, plein d'opportunités. Merci beaucoup pour ce zoom sur le Japon. Alors on a une question là qui nous a été posée, mais je pense je vous la pose, mais on va passer sur les autres zones, mais ça pourra être abordé ensuite dans les ateliers tout à l'heure. Dans le domaine médical, vous conseillez un joint venture avec une entreprise chinoise pour accéder au marché ou simplement mettre en place un circuit de distribution. Donc ça, c'est des choses très précises qu'on pourra aborder tout de suite après avec tous les spécialistes qui sont là et tous ceux qui seront avec vous tout de suite après. Autre zone, oui. Juste, excusez-moi, je
voudrais juste intervenir sur la Chine parce que je suis Frédéric Zabot, le directeur de Business France en Chine, et je n'ai pas l'impression que je serai au chômage demain par rapport à ce qui se passe entre la France et la Chine. Donc, certes, marché compliqué, certes, marché qui a des contraintes réglementaires, certes, des délais de paiement qui sont en fonction aussi des clients, les clients publics, les clients privés, certes, des secteurs d'activité qui marquent le pas, d'autres qui connaissent des croissances à 2 chiffres. La question que je pose, c'est est-ce qu'on a envie de passer à côté du premier marché mondial ? C'est la seule question. Si on a envie, on se donne les moyens, on se prépare, on se muscle, on se protège et on y va. Et on se fait accompagner par la main, par les personnes qui savent vous présenter les bonnes personnes, fiables, solvables, et qui vont pouvoir vous permettre de pouvoir entrer sur ce marché. Voilà, donc le vin en Chine, c'est 50% des parts de marché des vins importés, c'est les vins français. Donc c'est une réalité. Et l'agroalimentaire est un des enjeux de la Chine. Parce que l'équation chinoise, elle est tout simplement difficile à résoudre. Comment nourrir 20% de la population avec 8% des terres arables et 6% des réserves de flotte. Donc ça va passer par de l'importation. Merci. Merci, monsieur, pour ces précisions importantes. On continue notre tour du monde avec vous, Marie-Albert. L'Allemagne et la Russie, quelle est votre appréciation à la COFAS sur ces 2 zones ? Alors, que dire de l'Allemagne ? L'Allemagne est toujours en forme, pour changer, j'ai envie de dire. La situation est toujours très favorable, à l'image aussi de la zone euro, mais particulièrement l'Allemagne continue à se dégager. Très clairement, on a toujours une demande extérieure qui reste favorable, une demande interne également. Le taux de chômage est bas, j'ai envie de dire tout va bien, la confiance est positive. Il ne faut pas oublier qu'en zone euro, on a atteint un point haut de confiance depuis 10 ans. Donc on est quand même dans une situation, encore une fois, plus favorable. Je l'ai dit au début, les défaillances d'entreprises baissent. Et en Allemagne, c'est aussi le cas. Après, on a le résultat des dernières élections législatives récemment qui montre qu'effectivement, la quête d'une majorité pour Merkel s'annonce quand même un petit peu compliquée. Mais on est toujours extrêmement positif sur l'Allemagne, bien que l'appréciation de l'euro face au dollar, qui en gros résulte un petit peu de ce que j'ai dit tout à l'heure, du changement de rapport de force entre les anglo-saxons, notamment les États-Unis et la zone euro, fait qu'on pourrait avoir, si l'euro continue de s'apprécier, un impact un petit peu plus négatif sur les exports. Donc voilà, rapidement sur l'Allemagne. La Russie. Pour dire un mot sur la Russie. Donc comme j'ai dit tout au début, la sortie de la récession est lente en Russie, mais on a quand même des signes positifs. On a un rebond de la demande intérieure, on a plus de consommation, la politique monétaire est beaucoup moins restrictive, l'inflation a beaucoup baissé. Donc ça, ce sont des bons signes. Par contre, l'investissement redémarre aussi quand même de manière assez lente, mais la situation budgétaire est confortable, ce qui fait que le gouvernement a quand même des marges de manœuvre. Par contre, le gros bémol en Russie qu'il faut avoir en tête, ce sont les problèmes bancaires. La situation du système bancaire n'est pas très favorable. Il y a beaucoup de banques qui font faillite ces derniers temps. La Banque centrale de Russie a décidé de nationaliser une banque, d'en soutenir d'autres. Donc on est dans un process de consolidation bancaire, mais on a quand même quelques soucis ces derniers temps, notamment liés aux sanctions européennes puis américaines, qui pèsent beaucoup sur l'accès au financement, évidemment, des banques russes. Et la Banque centrale a lancé aussi une facilité d'urgence pour les banques pour accéder aux liquidités. Donc voilà, il faut juste avoir ça en tête. Voilà pour la Russie. Il y a une question avant qu'on aborde les États-Unis et la politique de Donald Trump. Alors, c'est une question qui s'adresse principalement aux banquiers, mais vous qui êtes tous qui à la tribune pouvez répondre si vous le souhaitez. Monsieur le banquier, financez-vous l'Iran ? Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse... Vous allez voir la réponse la plus rapide du monde. Non. Ouais. Je confirme. Voilà. Alors pourquoi ? Parce qu'on a des méchants banquiers, et puis aussi parce que certains de nos confrères ont eu quelques centaines de millions d'euros de pénalités, parce que nous travaillons en dollars par les États-Unis. Et donc à partir de là, ces sanctions existent toujours, ne sont pas levées, contrairement à ce que certains veulent faire croire. C'est complètement faux. Donc elles existent. À partir de là, on ne finance pas l'Iran et on ne financera pas l'Iran. Qui plus est, on va reparler, je pense, de la politique US. Oui, dans un instant. De cette politique US, sauf si vous avez plus d'infos que moi, c'est possible. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle évolue dans le bon sens vis-à-vis de l'Iran. Donc je n'ai pas l'impression non plus que vis-à-vis de l'Iran, les sanctions seront levées. Donc à partir de là, je vous confirme qu'on ne financera pas. Voilà. Pour Business France. Alors, il y a dans la salle le directeur pays de l'Iran qui, à mon avis, a quelques actualités C'est peut-être lui qui a posé la question. Récentes.
Non, je n'ai pas posé la question, mais je remercie ceux Vous auriez qui l'a pu. posé. Allez-y. Donc Romain Kiraval, je suis le directeur effectivement Business France en Iran. Donc la situation est un peu moins caricaturale que ce qu'a bien voulu nous présenter notre collègue représentant un établissement bancaire. S'agissant des sanctions, c'est en fait en réalité beaucoup plus compliqué. Une bonne partie des sanctions ont été levées. Simplement, il faut distinguer entre les sanctions américaines qui ont une portée extraterritoriale et puis les sanctions des Nations Unies et les sanctions européennes qui, elles, ont été levées, mais sur lesquelles il demeure un certain nombre d'exceptions. Ouais. Donc l'Iran est un marché complexe, évidemment qui nécessite un gros travail de la part des entreprises pour pouvoir respecter, je dirais, les règles qui restent en vigueur, ce qu'on appelle la conformité. Ensuite, que certaines banques refusent d'y travailler, c'est tout à fait légitime, ils ont leurs raisons et personne ne les remet en cause. En tout cas, simplement, il y en a deux. Ce qu'il faut savoir, pardonnez-moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout de même une quarantaine de banques européennes qui y travaillent, dont 2 banques françaises. Donc j'y rentrerai dans le détail tout à l'heure, mais c'est tout à fait possible d'y travailler. Voilà. Merci. Et bien bonne chance. Hein. Voilà, bon, on va pas faire tout le débat sur l'Iran, mais c'était important. Bruno Diepois, ça vous dit d'aller travailler en Iran ? On travaille pas mal avec l'Iran, avec les problématiques, effectivement, des règlements. En fait, la chance que j'ai dans le secteur d'activité, c'est que la parfumerie se fait en fait essentiellement avec Dubaï ou Kish Island, qui est une zone qui se trouve entre l'Irak et entre l'Iran et Dubaï. Donc voilà, il faut trouver des stratagèmes pour pouvoir faire du business. Alors, juste, ça s'appelle du contournement. Oh, c'est pas grave. Ouais, non. Mais en tout cas. Alors, je ne suis pas avec ces 2 banques-là, je suis avec une 3e banque, travaille à l'international, mais ma banque, dès qu'elle voit arriver un virement iranien, c'est bloqué et ça ne passe pas du tout. Voilà, donc c'est quand même. Ah non, c'est très très difficile. Très difficile, très compliqué. De toute façon, vous aurez les experts à disposition après. Juste une seconde pour dire que si on pouvait travailler avec l'Iran, on le ferait. On a vocation à accompagner nos clients, nos prospects à l'étranger. Donc si on ne le fait pas, c'est qu'on a effectivement quelques raisons. Monsieur Kiraval le disait, hein, mais ce sont vraiment des politiques qui sont liées aux sanctions. Et c'est vraiment très compliqué. Oui, on a bien compris. Je rappelle que Bruno Diepois, c'est le patron il est patron de Coverplast. C'est une entreprise d'une 50aine de salariés basée à Nice, dont l'activité est le packaging parfumerie. C'est une entreprise qui a été créée en 1971. Non, qui a 71 ans. Qui a 71 ans, ouais. Voilà, donc c'est mieux. 1988, premier pays à l'export, l'Italie, c'est ce que vous m'avez dit. Et vous développez le décor des flacons, la fabrication des bouchons et des capots, les pompes et les cache-pompes. Et vous avez racheté, Bruno Diepois, l'entreprise en 2010. Et votre souhait, c'est d'accélérer donc son développement à l'international, comme on dit. C'est ça ? Exactement. Le marché de la parfumerie est un marché qui est mature. On fait partie des brick and mortar. Il n'y a rien de très nouveau. C'est une croissance mondiale de l'ordre de 1 à 2%. L'entreprise, quand j'ai racheté, faisait 70% de son chiffre en France, 30% à l'export. Et pour trouver de la croissance, il ne me restait qu'une seule solution, c'était de découvrir ce qui se passait à côté. Alors tout était déjà en place au sein de l'entreprise. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est de me redécouvrir le goût de passer du temps dans les avions, dans la voiture, dans les chambres d'hôtel, dans les salons, car effectivement, on s'aperçoit que pour débuter, faire un salon à l'international... On va en parler tout de suite après sur les facteurs déclenchants pour développer une politique à l'international. On continue très rapidement notre tour du monde, et on en parlait il y a un instant, direction les États-Unis, la politique de Trump, là aussi, quelques éléments concrets, Marie-Albert. Alors, gros sujet, bien sûr, les US. Oui. Donc, les États-Unis, pour nous... On n'a pas eu de tweet de Donald Trump. Pas encore, je l'attends. Pas aujourd'hui. Nous, à COFAS, on pense que les États-Unis pourraient potentiellement décevoir. C'est vrai qu'on est, depuis à peu près un an, on est plus pessimiste que la plupart des organismes qui étaient très enthousiastes et qui avaient des prévisions de croissance très élevées suite à l'élection de Donald Trump. Nous, on a toujours été extrêmement prudents. Et maintenant, les organismes, y compris le FMI, nous rejoignent avec des prévisions de croissance qui sont en train de baisser. C'est vrai que les derniers chiffres sont plutôt bons. Les défaillances continuent de baisser. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles pour les US. Mais quand on regarde un peu de plus près, on voit notamment que le profit
les profits des entreprises non financières sont en train de baisser, et dans la plupart des secteurs. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. On a aussi moins de consommation à attendre, parce que le taux d'épargne a atteint un point bas. On a retrouvé un niveau juste pré-crise du premier trimestre 2008. Les salaires sont moins dynamiques. L'endettement reste encore assez important, donc on ne s'attend pas non plus à ce que la dynamique de la consommation porte les États-Unis. Mais bien sûr, le gros sujet, c'est la politique économique. Oui. Quelle direction des US Évidemment, la popularité du président, on le sait tous, est mise à mal. On n'a aucune réforme significative. Quand on regarde un peu toutes les propositions, en fait, on voit qu'on n'est pas plus avancé sur la proposition de plan de relance, on n'a pas de détails. Quand on regarde le taux d'imposition des entreprises, même si c'est à nouveau un sujet de discussion, on passe à la base, il y avait une annonce, on va baisser le taux d'imposition de 35 à 15. Là, on est en train de réévaluer à la hausse le taux. Mais bien évidemment, la mise en place de cette mesure est très problématique parce qu'il n'y a pas de financement en face. Il n'y a pas de proposition de financement. Les Républicains ne vont pas accepter de financer 2000 milliards de dollars sur 10 ans. Comme ça, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est quand même une source d'inquiétude sur la mise en place des réformes. Et un autre point qui vous intéresse sûrement beaucoup, c'est concernant le protectionnisme et la politique de Trump. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pour le moment ? On a vu seulement l'arrêt du partenariat transpacifique et le relèvement aussi des taxes frontalières pour les exportations canadiennes de bois d'œuvre, donc c'est un peu spécifique. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a la renégociation de l'ALENA. Au début, il en était, j'ai envie de dire, pas question. Et quand on regarde un peu pour des raisons pragmatiques, il ne faut pas oublier quand même que les États-Unis restent un membre de l'OMC, que les États-Unis sont très intégrés dans les chaînes de valeur mondiales. Donc on n'a quand même pas l'impression que Donald Trump a intérêt à adopter une position extrêmement dure, rien que pour des raisons pragmatiques pour l'économie US. Donc après, s'il y avait la mise en place de mesures protectionnistes drastiques, on voit que les principaux pays voisins qui seraient affectés, notamment, sont les pays d'Amérique centrale, puisque la part des exportations dans le PIB vers les États-Unis, comme des pays comme le Honduras, Salvador, Mexique, sont très importantes. Et plus ces pays, notamment émergents, exportent des biens manufacturiers, plus ils sont susceptibles d'être affectés par des mesures protectionnistes, contrairement aux pays qui exportent des matières premières. Anne Chazinski, là aussi, la politique de promotion vers les États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est quand même et restera toujours un marché extraordinaire pour nous à l'international, pour nous Français, pour nos produits. Nous avons toujours cette image du Made in France, il faut y jouer dessus. Je dirais que dans le 06, on a le Made in Côte d'Azur, qui rajoute encore à et à Marseille, cette image. On a le Made in Provence. Et en Marseille, un Made in Provence, et bientôt on aura un Made in Alpes. Bientôt, et comme ça, on aura bouclé la boucle. Non, les États-Unis, c'est un pays fabuleux, c'est un pays qui a réussi toujours, quelles que soient les personnes qui l'ont dirigé, à retomber, à faire du business. Ce sont des migrants, ce sont des gens qui ont cette niaque de survie. Donc c'est vrai que c'est un marché dans ce sens-là. C'est vrai que c'est assez étonnant ce que nous vivons à l'heure actuelle avec le président actuel. Mais je dirais que les États-Unis, nous dans le 06, c'est une clientèle et c'est un pays très, 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 très important, avec des débouchés extraordinaires pour y aller, mais aussi en réceptif ici dans le tourisme. C'est l'une de nos clientèles préférées. Et automatiquement, comme le disait Bernard, pourquoi on ne dit pas export, pourquoi on dit international, c'est que souvent, nous avons commencé, nous, la Côte d'Azur, on a été créé d'abord par les Anglais en 1835. Donc, on est international de toute façon. Et on a énormément lié notre développement, dans les pays où les gens sont venus chez nous. Et automatiquement, on a créé un lien. Donc, c'est d'autant plus facile. Mais c'est vrai que les États-Unis... on vit une période très surprenante. Bruno Diepois, vous avez ouvert un bureau à New York, c'est ça ? Oui, j'ai créé une société à New York. En fait, en 2013, c'est le début de l'aventure des États-Unis, de pas grand-chose. Je me suis rapproché de Altios, car effectivement, quand on veut aller vite et comprendre un marché, on peut le comprendre techniquement, on peut le comprendre l'anglais. Ça a l'air con, mais si on va à l'export, si on ne parle pas anglais, on est un peu mal barré. Déjà, c'est le premier point.
Après, on peut faire d'autres choses. Donc, on s'est fait aider par Altios. Et puis, j'ai pris le risque de prendre la vente en dollars. Je me suis rapproché de mes établissements bancaires, et j'ai décidé d'être mon propre assureur. Par contre, je n'ai pas pris de risque sur les ventes, donc je me suis rapproché de Coface. J'ai un contrat Coface, et toute ma clientèle est bordée par Coface. Et quand j'ai créé ma structure à New York, donc bien sûr le Delaware est un endroit parfait pour déposer les statuts. Après, il faut prendre une licence ailleurs, mais je me suis fait aider à nouveau par Altios, et pour compléter mon capital par BPI France. Voilà, il y a plein de choses qui nous aident à partir à l'export. Ça a l'air compliqué, mais c'est... il faut y croire, hein. Il faut avoir envie de passer du temps en déplacement, du temps là-bas, mais après, c'est un... Les États-Unis, effectivement, je confirme, on a eu des croissances sur les 3 dernières années entre 30% et 50% de croissance. Cette année, c'est une année beaucoup plus difficile. Effectivement, il y a le malaise Trump, mais il y a un gros problème dans le secteur dans lequel je suis, c'est le retail. Tout ce qui est de détail, la distribution physique des produits, les magasins, etc., c'est en train d'exploser littéralement. Ceux qui connaissent New York à l'heure actuelle, qui se baladent sur la 5e avenue ou qui vont sur le bas de Broadway et autres, et ont déjà aperçu que c'était plus tout à fait la même chose. Et ça va devenir pire, parce que les magasins les ferment les uns après les autres. C'est à cause d'Internet ? Internet joue énormément, toute la nouvelle distribution joue. Par contre, on voit un renouveau avec Amazon qui commence à avoir du dur. Donc les Américains ont cette force, et qu'ils prennent des grosses claques. Donc on vit aussi des grosses claques, mais ils ont cette capacité à rebondir à une vitesse, c'est phénoménal. Bon, vous êtes satisfait d'Altios, l'accompagnement ? Ah ouais, je suis à côté d'elle, ça va encore. Hein. Sophie Mercier, vous vouliez prendre la parole ? Non, je voulais... En fait, le point commun des 6 marchés dont on a parlé là, c'est qu'en fait, ils sont tous très complexes. Soit pour l'environnement, à cause de l'environnement politique, économique à un temps T, soit parce que ce sont des marchés extrêmement matures, très compétitifs. Et donc, le point commun, c'est qu'il ne faut pas improviser. On l'a dit, il faut bien se préparer, il faut savoir être accompagné. C'est vrai que Altios, on est présent dans 18 pays en filiale, notamment dans les 6 qu'on a cités ce matin. Et c'est vrai que c'est notre quotidien de vous aider à pouvoir ouvrir les bonnes portes et à perdre pas trop de temps aussi, hein. Gagner du temps et gagner de la sécurité. On va continuer avec nos 2 dernières zones pays, la Méditerranée, l'Afrique. La Méditerranée, on est en bordure de Méditerranée dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marie-Albert, de vraies opportunités ou pas? C'est compliqué, on peut y aller? Alors d'un point de vue un peu macroéconomique sur effectivement Méditerranée puis Afrique, j'ai envie de dire de manière plus générale, les pays d'Afrique du Nord, on a toujours quand même le Maroc qui se dégage dans les pays d'Afrique du Nord. Les taux de croissance sont bons, notamment liés au secteur agricole, puisqu'on a eu moins de problèmes, notamment climatiques. Par contre, en Tunisie, la croissance redémarre très lentement, hein. Évidemment, c'est un pays qui a été marqué beaucoup par les attentats, et le secteur touristique a du mal à redémarrer, pour faire court. Par contre, sur l'Algérie, typiquement, on reste inquiet. L'environnement aussi des affaires est extrêmement compliqué. Par contre, de manière plus générale, sur l'Afrique subsaharienne, donc c'est vrai que la croissance redémarre de manière extrêmement timide, hein. On a toujours l'Afrique du Sud et le Nigeria qui sortent tant bien que mal, j'ai envie de dire, de récession, notamment toujours grâce au secteur agricole et un peu extractif, même si les prix des matières premières redémarrent de manière assez lente. Mais plus globalement, sur le reste de l'Afrique, ce sont les pays qui sont donc dépendants des matières premières qui ont du mal le plus à redémarrer. Des pays, par exemple, on peut peut-être mettre la carte d'Afrique subsaharienne, mais les pays d'Afrique de l'Ouest, du coup, sont un peu plus épargnés, hein, typiquement. Et par contre, quand on regarde aussi d'un point de vue politique, on a toujours énormément de problèmes politiques, notamment en Afrique centrale, mais on a eu, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cet été, on a eu une période estivale très chargée en termes d'élections, hein, en Afrique, notamment
dans la République du Congo, au Sénégal, au Rwanda, Mauritanie, Kenya aussi. Et finalement, la période a été assez calme. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour un continent qui est aussi sensible aux problèmes politiques, même si on va avoir de nouvelles élections au Kenya probablement dans pas très longtemps. Donc voilà un petit peu globalement pour l'Afrique. Et j'ajouterai juste un dernier mot aussi sur l'environnement des affaires, qui est quand même quelque chose de très important qui peut vous aider. En fait, à COFAS, on établit aussi une évaluation sur l'environnement des affaires de manière annuelle. Cette note, en fait, spécifique, on l'intègre aussi dans notre note risque pays qu'on a vue tout au début de la présentation. C'est important. Pourquoi ? On est en train même de réviser notre méthodologie, parce que non seulement on regarde des indicateurs institutionnels, mais on demande à nos filiales quelle est la disponibilité de l'information, est-ce que l'information est fiable, dans quelle mesure il y a des problèmes juridiques, de recouvrement, etc. Donc on a une note environnement des affaires pour aussi nos 160 pays. Ça peut aussi vous aider en termes d'information. Je rappelle que vous pouvez poser les questions via l'application smartphone et on les posera à nos experts. Si je peux me permettre peut-être un dernier mot, parce que ça effectivement je ne l'ai pas dit, mais évidemment je n'ai pas parlé du potentiel dans certains pays, mais typiquement des pays comme l'Éthiopie, l'Ouganda ou le Kenya, on a vraiment des taux de croissance très importants, avec un potentiel de diversification vraiment marqué. Et on fait des études à COFAS, c'est pour ça qu'il faut regarder peut-être régulièrement le site, c'est gratuit encore une fois. On avait fait une étude l'an dernier sur l'Afrique, justement pour détecter les pays à potentiel, et notamment dans les secteurs liés au retail, justement à la distribution et dans la technologie de la télécommunications. Et ça peut aussi vous aider un petit peu pour y voir plus clair sur quel pays et quels secteurs peuvent être intéressants pour vous. Bruno Diepois, par rapport à vos produits, l'Afrique, c'est quelque chose qui vous tente ? Tout me tente. Non, on est bien développé en Afrique du Sud, Maroc, Tunisie et Israël, en remontant Turquie, Grèce. Voilà. En fait, il faut chercher dans mon métier les pays qui ont un historique de consommation de produits parfumés. Bien sûr. Et puis après, les possibilités de se payer des emballages qui sont produits en France. Et voilà. Je reviens sur mes amis chinois qui sont très très présents sur ce type de marché. Chacun sa place. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Il faut faire attention. Anne Chazin insiste sur cette politique en faveur de l'autre côté de la Méditerranée. Tout à fait, c'est un marché très important, puisque l'Afrique est, je dirais, dans sa globalité, un pays en devenir très 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 fort, très compliqué. Je rebondirai sur ce que dit Bruno. Vous, chef d'entreprise, il faut connaître votre produit. Il faut savoir que si vous fabriquez des produits en France, ils ont un certain prix. Il me semble difficile d'attaquer des marchés à bas coût, parce que vous ne pourrez pas. Donc il ne faut pas s'amuser à aller n'importe où. Il faut savoir comment ils sont produits, il faut savoir où l'on va. Vous êtes, et je rebondirai sur le fait qu'il a dit, qu'il nous parlait de l'anglais. Effectivement. On oublie toujours... je participe à la nuit de l'orientation ici, et je représente la CCI pour l'international, et tous les jeunes qui viennent devant moi, je leur dis une seule chose. Il faut savoir parler anglais. Ouais. Si vous ne parlez pas anglais, pourquoi aller à l'international ? Alors, on a une langue internationale, on n'a pas choisi, c'est l'anglais, ça aurait pu être le français, mais c'est l'anglais, c'est comme ça. C'est mieux que le chinois, c'est quelque peu plus compliqué. Mais c'est une langue où demain je vais en Italie, demain je vais en Allemagne, demain je vais au Japon, demain je vais n'importe où, on va parler anglais. C'est merveilleux, vous me tendez la main pour la transition, puisqu'on va parler... Oui. Juste sur l'Afrique, oui. Juste pour vous dire qu'au niveau de Business France, donc opérateur public national, l'Afrique était une priorité, et au début des années 2010, lorsque UbiFrance a créé ses bureaux à l'étranger, il y avait un bureau en Afrique. Aujourd'hui, il y en a 6. Donc on m'a montré que nous, au niveau de l'État, au niveau des pouvoirs publics, l'Afrique est vraiment un continent jugé important. Merci pour cette précision, Bertrand Vélon. Alors donc, je me retourne à nouveau vers Marie-Albert. On parlait de l'anglais comme langue. On va maintenant parler du pays. Le Brexit, ça devient un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ?
Transition presque parfaite. Hein, pour presque, pas parfaite, mais presque. Alors concernant le UK également, donc effectivement gros sujet Brexit, qu'est-ce qu'on peut dire du Royaume-Uni ? Le Royaume-Uni a surpris par sa résistance suite au référendum, mais c'est pas vrai. Enfin, les économistes se sont trompés, mais que dans une certaine mesure. Désolée, je plaide pour ma paroisse. Tout simplement parce que la consommation a beaucoup plus résisté que ce qu'on avait anticipé. Et elle a résisté. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les ménages ont puisé dans leur bas de laine et le taux d'épargne des ménages a atteint 1,7% seulement au premier trimestre de cette année. Donc c'est un point bas record, c'est en série en historique. Donc clairement, cette situation de consommation n'est plus tenable. Non seulement on a un taux d'épargne bas, on a une inflation qui remonte de manière forte. On est à 2,9% d'inflation parce qu'on a une dépréciation de la livre au second semestre de l'année dernière qui a pesé beaucoup et les salaires sont moins dynamiques. Donc on ne s'attend pas à ce que la dynamique de consommation perdure. Elle a pu tenir un moment, mais c'est plus le cas. Il y a moins de marge de manœuvre aussi parce que notamment l'accès au crédit va être un petit peu plus difficile parce que justement la question du crédit l'évolution du crédit était un peu inquiétante et donc la Banque centrale d'Angleterre essaie de justement restreindre un petit peu cette dynamique. Donc ça c'est du côté des ménages. Quand on regarde ce qui se passe du côté des entreprises, les entreprises sont pas beaucoup mieux loties. Alors, ce qui caractérise les entreprises, c'est qu'effectivement, elles ont des profits extrêmement importants, un taux de rentabilité très important, mais elles n'investissent pas. Elles n'investissent pas. Pourquoi ? Pour la simple raison que les incertitudes liées au Brexit pèsent clairement. Les entreprises manquent de visibilité, donc elles n'investissent pas de manière massive. Et un des points qui n'est pas mentionné aussi, c'est l'impact sur l'immigration. On en parle beaucoup. Quand on regarde un peu les chiffres, on voit déjà que l'impact, entre guillemets, du référendum est assez marqué, parce qu'au mois de mars 2017, on a eu moins 25% d'immigration nette comparé à l'année dernière. Donc on voit quand même qu'il y a des signes qui se matérialisent. Sur le Brexit en lui-même, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu récemment, mais Theresa May a annoncé qu'elle souhaitait une période d'implémentation de 2 ans avec les mêmes conditions d'accès au marché unique à partir de mars 2019. Donc elle a dit aussi qu'elle honorerait ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne en termes de facture de départ. Mais on a l'impression quand même que sa position s'assouplit et est un peu moins dure que par le passé. Néanmoins, d'un point de vue législatif, le Royaume-Uni a déjà décidé d'adopter la loi de retrait de l'Union européenne, donc on voit quand même que les choses avancent un petit peu. Mais globalement, nous, à COFAS, on considère qu'effectivement, c'est quasi impossible qu'en mars 2019, du jour au lendemain, on passe à une situation où, en gros, on règle absolument tous les problèmes. Dans le pire des cas, si on était dans une situation de hard Brexit, on retournerait notamment aux règles de l'OMC en matière tarifaire, mais ça paraît quand même difficile à envisager d'implémenter toutes les mesures nécessaires d'ici mars 2019. Donc probablement qu'il y aura des retards, des périodes de négociation, etc. La situation reste très complexe et dans ce cadre-là, on n'anticipe pas un grand rebond de la croissance, évidemment. On prévoit 1,5% cette année et 1,2% l'an prochain. Bertrand Vellon, sur la Grande-Bretagne, sur le UK, comme on dit, qu'est-ce que dit Business France ? À plusieurs égards, la Grande-Bretagne est un partenaire majeur pour la France et le reste. Notamment, je pensais on a parlé des vins et spiritueux. Oui. C'est le premier marché des débouchés pour les vins français aujourd'hui, et ça le reste. Effectivement, il y a 2 choses. Il y a dans l'approche qu'on peut avoir d'un pays ou de la Grande-Bretagne en particulier, il y a les investissements et les exportations sur ça. Bien évidemment, au niveau des investissements, les choses sont changées. Le paysage va changer et on ne sait pas où on va. Donc là effectivement, ça fait des incertitudes. Au niveau des exportations, aujourd'hui, les règles sont en vigueur jusqu'au moins 2019, comme ça. Donc il n'y a pas de raison de se brider sur ces opportunités du pays. Mais pour un chef d'entreprise, c'est quand même un peu compliqué de savoir après 2019 ce qui va se passer. Je me mets à la place de Bruno Diepois. Il mène une stratégie pour partir en Angleterre, travailler avec l'Angleterre, et puis en 2019, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un peu compliqué, non ? Non, parce qu'une stratégie marketing, elle se réadapte sans cesse, tous les ans. Les conditions de marché évoluent sans cesse. Les clients évoluent, les acteurs évoluent, tout évolue, les prix évoluent. Donc on est beaucoup plus... mais il faut être présent sur les marchés pour pouvoir constater ça, mais on est beaucoup plus réactif quand on exporte, bien évidemment, que quand on investit. Bien sûr. C'est pour ça que ça ne peut pas être un frein, et c'est un marché quand même de proximité.
Donc avec des facilités. C'est aujourd'hui encore, juste pendant 2 ans, un marché au sein de l'Union européenne. Il y a des choses qui vont bouger, ça peut être tout à fait des opportunités. Par contre, c'est un marché mature, et ça c'est important, ça veut dire que, a priori, beaucoup de besoins sont déjà fournis. Donc quand on y va, là encore, il faut se préparer. De toute façon, il faut se préparer sur chaque marché. Mais là, il faut se préparer pour savoir, effectivement, est-ce qu'il y a, pour moi, entreprise, PME, avec un produit particulier, est-ce qu'il y a une opportunité sur ce marché-là? C'est vraiment comme ça qu'il faut qu'il faut penser, je dirais, sur la Grande-Bretagne, mais comme sur tous les marchés. C'est là où l'accompagnement est intéressant, parce qu'il permet de répondre précisément à ces questions. Pascal Bouvet pour CIC. Oui, je partage évidemment. Une stratégie, c'est du moyen terme. Et je dirais que là, dans le cas présent avec la Grande-Bretagne, je crois qu'on s'inscrit, quand on fait du business sur un pays comme ça, sur un pays mature, comme le disait Bertrand, évidemment, ça s'inscrit sur du moyen terme. Ceci étant, les troubles économiques, entre guillemets, doivent conduire à une politique de vigilance, et notamment sur la parité livre-euro. Oui. Et ça, encore une fois, la parité livre-euro, nous, on sait le couvrir. Quand je dis nous, au sens le système, l'écosystème bancaire et financier, c'est le couvrir. Et ça, c'est une zone de risque qu'il faut couvrir. Mais sinon, il n'y a pas... Évidemment, on va adapter, le chef d'entreprise va adapter sa stratégie. Et puis après, en fonction de la souplesse et du marché, va faire en sorte de continuer à rester sur de tels pays. Bruno Despois, votre point de vue très court par rapport à la Grande-Bretagne? Effectivement, c'est un marché très mature. Et quand on aborde ce genre de marché, il faut être certain de ses produits. Il faut être certain de pouvoir vendre, par exemple, le prix français sur le marché anglais. Et bon, il y a peut-être mieux à faire. Ok. Il y a une question qui nous est posée, mais je pense qu'on pourra y répondre directement avec les experts après. La Turquie et la Chine, puisqu'on en a déjà parlé, s'implantent massivement en Afrique. Que fait l'Union européenne et la France pour aider les entreprises à intégrer ce marché et s'y développer? On ne va pas faire un retour en arrière sur la Chine et la Turquie. Vous avez des experts ensuite et ils pourront répondre. On a encore quelques petites minutes pour aborder 2 thèmes et écouter nos amis banquiers. Dans les thématiques qu'on a choisies, il y avait cette idée du facteur déclenchant du lancement d'une politique internationale d'une entreprise. Je voudrais d'abord vous entendre, Bruno Despois, sur ce point-là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, alors est-ce que c'était une rencontre? Est-ce que c'était un salon? Est-ce que c'était un voyage personnel? Est-ce que c'était quoi qui a fait qu'à un moment, vous avez décidé de vous lancer à l'international? Je voulais devenir frequent flyer Air France et j'ai trouvé ça comme solution. Non, comme je disais, on part à l'export parce que l'on veut trouver de la croissance. Ça dépend aussi des marchés. Mon marché est un marché mature. Je vais trouver 1% de croissance en France tous les ans. Ça ne suffit pas à couvrir les investissements, ça ne suffit pas à couvrir les augmentations salariales. Donc il faut trouver d'autres marchés. Donc voilà, il n'y a pas de solution, mais en même temps c'est un challenge extraordinaire que d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des pays qui nous attendent presque. On n'en a pas parlé, mais un voisin, l'Italie, est un pays extraordinaire avec des capacités de rebond magnifiques. Je ne connaissais pas du tout l'Italie. Ça fait 7 ans que je bosse avec ce pays. C'est extraordinaire la croissance qu'on peut trouver en Italie. Et dans notre secteur d'activité, ils ont réussi à réinventer la parfumerie. Quand on parle de parfumerie de niche, ça a débuté en Italie. Ils ont des salons spécialisés sur ce type de produits. Les Américains ont suivi, on les appelle les Indies. Alors ça fait beaucoup mieux de dire Indies que parfum de niche, mais c'est exactement la même chose et c'est venu d'Italie. Donc voilà, il y a des pays autour de nous, pas très loin, peut-être pas très sexy, mais avec lequel on peut faire un super business. Encore une fois, ça dépend des produits que l'on vend, ça dépend des opportunités, etc. Je disais que l'export, c'est d'être bien accompagné. Business France sponsorise les entreprises à l'exportation sur des salons. Les salons, c'est assez extraordinaire. C'est en 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous rencontrez le marché. Ça vous permet de vous dire je continue ou j'arrête. Il y a 2 ans, nous sommes allés à Mexico faire un salon généraliste de l'emballage, alors qu'on a un produit très spécifique pour la parfumerie. Oui. Et voilà, j'ai signé fin août un VIE en temps partagé sur le Mexique.
L'Italie, comme c'est un pays sur lequel je redécouvre de l'export, avec Altios, j'ai embauché une Italienne à Milan. Voilà. Il y a des opportunités extraordinaires. Anne Le Chazinski et ensuite Sophie Mercier sur ce facteur déclenchant. Donc vous voyez, comme le dit Bruno, c'est le chef d'entreprise. C'est sa volonté, c'est vous. Vous voulez aller à l'international, sinon je vais me... Vous avez vu, je ne l'ai pas dit une seule fois, je n'ai pas renoncé. Ouais. Très attention. Et c'est très important. C'est le chef d'entreprise, dans des TPE, dans des PME, c'est le chef d'entreprise qui va vouloir avoir envie d'aller. Et ça, c'est très, très important. C'est vous. C'est vous qui êtes porteur de cela. C'est vous qui êtes porteur de ce projet. J'estime qu'en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, on est curieux, sinon on n'est pas entrepreneur. Donc ça, c'est très important. Je voulais revenir sur le financement, parce que CCI International et Business France ont un dispositif qui s'appelle Dispositif Nouveau Marché Export, financé à 80% par la région, qui va vous permettre de valider votre marché cible et de financer votre mission de prospection. Voilà. C'est pas mal. C'est énorme, mais sachez, il y a énormément de dispositifs comme cela qui peuvent vous permettre de faire ce premier pas. Mais le déclencheur, c'est vous. Sophie Mercier pour Altios. Ouais. C'est vrai que les États-Unis, c'est un marché qui fait rêver, mais je reviens sur ce que Bruno Diepois disait. Il faut aussi se dire que si vous commencez à l'international, il peut y avoir de très belles opportunités sur des marchés qui sont peut-être un peu plus simples, plus proches. L'Italie, l'Espagne qui redémarre bien. C'est vrai que l'Angleterre et l'Allemagne sont des marchés européens qui sont très compliqués, très matures. Donc il faut aussi se dire l'Europe de l'Est peut avoir des bons débouchés. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus partir là où ça brille et ça fait rêver, même si ça fait plus de miles. J'en profite juste pour dire qu'aujourd'hui, nos directeurs, justement, Italie, Europe de l'Est, sont présents. Donc si ça vous intéresse, ils sont disponibles pour des rendez-vous. Et Altios, en fait, est maintenant présent en région PACA. On a un bureau depuis quelques mois. Et notre interlocutrice est présente également, donc avec plaisir pour vous rencontrer. Avant-dernier point, on a parlé du facteur déclenchant. Bruno Diepois, je me retourne vers vous encore parce que c'est vous, les entreprises, chefs d'entreprise, qui êtes au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. On en a un petit peu parlé. Les craintes d'une entreprise dans le cadre d'une démarche à l'export, c'est le manque d'accompagnement, c'est quoi ? Se retrouver malade à l'export, oui. Non, c'est effectivement, c'est se tromper de marché. Tromper de marché, parce qu'à chaque fois, c'est quand même dépenser, c'est un investissement. C'est se tromper, c'est ne pas avoir compris la philosophie, c'est parce que chaque pays, j'ai découvert ça, c'est qu'ils ne raisonnent pas comme moi. C'est terrible, ils ne pensent pas comme moi. Et à chaque fois, il faut essayer de comprendre comment les autres pensent. Et c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné. C'est pas idiot, oui. Ça aide. Alors justement, pour terminer, on va se retourner vers les sponsors et les organismes financiers d'accompagnement. Sophie Mercier, donc je me retourne vers vous, puisque vous avez travaillé avec Bruno Diepois, vous êtes partenaire de LCL. Très rapidement, vous travaillez comment et quels sont les services que vous apportez aux entreprises, aux chefs d'entreprise ? Donc Altios International, c'est une société d'accompagnement des sociétés françaises, PME, ETI à l'international. On existe depuis 25 ans, présent dans 18 filiales. On est membre de l'OSCI, qui regroupe toutes les sociétés d'accompagnement françaises en France. Et en fait, on peut vous aider à toutes les étapes de votre développement, que ce soit sur une recherche de partenaires commerciaux pour comprendre le marché, jusqu'à l'implantation en créant, gérant votre filiale, également en vous aidant à recruter du monde en local, à faire du portage salarial si besoin, jusqu'à des problématiques complexes d'implantation industrielle, voire de recherche de cibles à l'international. Et effectivement, donc on vous remercie, on est très heureux d'être partenaire de la journée aujourd'hui, aux côtés de notre partenaire bancaire LCL. Justement, on va vous laisser la parole. Pascal Charbonneau, directeur développement Méditerranée de LCL. Bonjour.
Oui, en complément de ce que disait Sophie, LCL s'appuie sur un triptyque assez solide en termes de développement à l'international. D'abord un réseau local avec des centres d'affaires dédiés aux entreprises sur toute la France et notamment en Méditerranée. À l'intérieur de ces centres d'affaires, nous avons un expert dédié à l'international, qui est d'ailleurs présent dans la salle, Didier. Un expert aussi sur la partie change, couverture de change, couverture de taux qu'évoquait Pascal Bouvet. Ensuite, nous avons des back-office dédiés à l'international, à la fois pour la partie crédit documentaire, même si ça ne fait pas ça 100 ans qu'on en fait, mais on en fait quand même quelques-uns, et aussi sur la partie garantie internationale, qui doit aussi vous aider à accompagner et développer vos marchés, capter des marchés à l'étranger. Ensuite, on s'appuie aussi sur la force du groupe, où on est présent dans 90 pays dans le monde, 5 continents. On s'appuie sur nos représentants donc des desks internationaux, dont certains sont présents ici aussi, ont quelques rendez-vous cet après-midi en B2B. Et enfin, notre offre, une offre entre guillemets produit, qui va de l'étude et du conseil, notamment encore une fois avec notre partenaire Altios, mais aussi évidemment du préfinancement, du financement et du financement en local, du financement de vos ventes ou de vos achats et du financement en local à l'étranger sur place pour vous accompagner. Merci Pascal Charbonneau. On va terminer notre tour avec Pascal Bouvet, responsable Club CIC International. Là aussi, de quelle façon vous accompagnez ? Alors évidemment, donc on est un établissement bancaire, mais moi je suis responsable du Club CIC International. Oui. Alors il existe depuis 35 ans, on a environ 1000 adhérents, ce sont toutes des PME exportatrices. Et au CIC, on a la particularité d'avoir, outre la banque et ce qui vient d'être dit, exactement le même spécificité d'accompagnement de A à Z. Mais on a 38 bureaux de représentation qui couvrent 50 pays, qui aident nos clients et adhérents du club à se développer, donc comme je vous le disais, sur une cinquantaine de pays. Alors ces gens-là, c'est des locaux. Bon, il y en a 3 aujourd'hui qui sont parmi nous, nos représentants à Santiago du Chili, à Sao Paulo et à Mexico, que vous pourrez rencontrer et que certains d'entre vous rencontreront. Et donc, on aide nos clients et adhérents de ce club à trouver du business un peu de partout à travers la planète, avec en plus le backup du financement, du contrat international, des couvertures de change, des garanties du rapatriement, des cautions, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, la prise en charge, à partir du moment où on travaille beaucoup avec BPI Assurance Export pour la partie développement et phase de prospection, et ce financement de l'assurance prospection. Donc, à partir de là, si vous voulez, si on est en amont de la démarche, en validation de stratégie, on va jusqu'au bout, jusqu'au rapatriement des fonds. Je rappelle quand même que l'international et le développement international, c'est bien pour un banquier quand les fonds sont sur le compte du client. On y tient. Donc, si vous voulez, tout ça, le chef d'entreprise a déjà beaucoup de boulot à faire pour se développer en France et à l'international. L'objectif, c'est pas qu'il passe de plus mauvaises nuits en se disant j'ai voulu aller dans un pays exotique. Pascal Charbonneau, très court. Très court. Pour rebondir sur ce que disait Pascal Bouvet, associez-nous en amont. On est une brique de votre accompagnement à l'international. Il n'y a évidemment pas que nous, on l'a vu tout à l'heure, mais plus on est en amont, plus on est en mesure de vous apporter des Bruno Diepois, avant de laisser la parole à Anne Le Chazinski, en 3 mots, conseil à tous ceux et à toutes celles qui sont chefs d'entreprise et qui veulent se lancer à l'international. En 3 mots, l'exercice est difficile, ce n'était pas prévu. C'est difficile de tout résumer en 3 mots. 4. Même 4. Non, je dirais, il faut, de ce que j'ai entendu, effectivement, il faut y croire. Je dirais, il faut y croire. Il faut vraiment vouloir y aller. Il faut parler anglais. Et puis, il faut rester dans un coin de sa tête, il faut rester vraiment à l'écoute. Parce que si on n'écoute pas, on passe à côté. Voilà. Anne Le Chazinski, je vais vous laisser 1 minute pour conclure cette plénière. Alors d'abord, je voudrais remercier... Vous voulez parler ? Allez-y. Oui, je voulais juste quand même rappeler... Vous êtes monsieur ? Oui, je suis Philippe Clerc, en fait. Je travaille à la région, oui, à la direction de l'attractivité. Normalement, c'est à nos élus de parler, mais en l'absence, puisque M. Ganov a dû nous quitter, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler effectivement que l'export... l'international, c'est du développement, et que la région est aux côtés à la fois des acteurs dans le cadre de son rôle d'animateur et de stratège du développement économique régional, comme l'a rappelé effectivement à la fois M. Klenov et Anne. Et je pense qu'il est important, c'est d'avoir en tête que la région a déjà développé un dispositif qui est le guichet unique pour les entreprises, qui s'appelle Mon Financement pour l'instant, mais qu'on fait un travail de fond avec les partenaires pour à terme développer une plateforme
de services aux entreprises qui rendront beaucoup plus accessible effectivement de l'information et des dispositifs et d'accompagnement et de financement sur tous les aspects de la vie du développement d'entreprise, tant sur les aspects de l'emploi que sur l'aspect du foncier économique, de l'international, puisqu'on va travailler effectivement avec CCI International et Business France pour la refonte du guichet de l'export. Voilà, et que la région, dans ce cadre-là, propose un certain nombre de solutions en termes de financement qui vont en soutien, en complément du financement bancaire ou de BPI. Merci pour ces précisions. Anne Chazinski, je vous redonne la parole pour conclure. Je vous en prie. Déjà, je voulais remercier tous les partenaires de l'international qui sont ici, tous les spécialistes, au nom de nous, chefs d'entreprise. Remercier tous les chefs d'entreprise qui sont ici dans la salle. En même temps, je vais vous dire, vous avez beaucoup de chance d'avoir tous ces experts sous la main. Vous allez pouvoir tester votre projet. Sachez nous utiliser, que ce soit tous nos partenaires et CCI International, qui est souvent, la Chambre de commerce est souvent, vu qu'elle est dans tous les territoires, votre entrée. Et venez nous voir, on vous aidera, on vous dirigera. Je voulais vous remercier de faire briller la France aussi bien, d'avoir autant de projets pour nous permettre à nous tous de continuer à aller à l'international. Et surtout, je vais vous dire, croyez en ce que vous faites et acceptez, comme l'a dit Bruno, les conseils, mais surtout, quand on va vous dire non, réfléchissez à pourquoi on vous dit non. C'est-à-dire que souvent, on le dit à nos équipes à l'international, c'est facile de dire oui au chef d'entreprise, c'est beaucoup plus compliqué de lui dire non. Mais si on vous dit non, c'est qu'on a une bonne raison et écoutez-nous. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de concrétiser vos projets et j'espère qu'on pourra vous aider au maximum. Merci Anne Chazinski, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le streaming live. Merci à tous d'être venus, merci à tous ceux qui étaient avec nous à la tribune. Courte pause et juste après les workshops, les sessions B2B. Et je vous souhaite une très très belle journée.